Dans l'œil du Var, on va évidemment s'intéresser à l'Euro 2024 en Allemagne, qui va démarrer très bientôt. Et avant, il est toujours utile de raconter l'histoire, mon histoire de l'Euro, en 3 épisodes. À l'heure de parler de cet euro, comme vous le voyez, je ne suis pas du tout en Allemagne, mais alors pas du tout. C'est un peu symbolique car, même si je vais vous parler des euros auxquels j'ai assisté sur place, finalement j'en ai vu un minimum par rapport à la Coupe du Monde. J'ai vu très peu d'euros, j'ai été souvent beaucoup moins touché par cette épreuve. Je trouve que la présence des Africains, des Sud-Américains et autres asiatiques a toujours un intérêt, un piment supplémentaire, et l'euro n'a jamais été une passion absolue pour moi. Et puis professionnellement, il se trouve que j'ai assisté donc à très peu d'euros. Évidemment, je le signalerai lorsque arriveront des éditions que j'ai un peu suivies sur place. On en revient à notre récit, c'est notre 3e et dernier épisode, donc toutes les dernières années, les 25 dernières années de l'euro. On est en 96, euro en Angleterre. Il y a une grande nouveauté, c'est que maintenant l'Europe, c'est 48 participants et non plus 32 comme auparavant, donc l'euro s'étend. Et à force de s'étendre, eh bien, les organisateurs passent de 8 à 16. Et du coup, la France se qualifie. Et oui, c'est un miracle, peut-être, surtout que la France sort de très mauvaises années. On sort de France-Bulgarie. La France a raté les Coupes du Monde 90, 94. Elle a raté la phase finale de l'Euro en 92, où elle s'est fait éliminer dès le premier tour. Mais miracle, Aimé Jacquet mène à la qualification pour l'Euro 96. Et c'est une bonne nouvelle bien sûr pour le foot français. Et puis l'Euro donc s'était étendu et devient un tournoi qui devient un petit peu comme la Coupe du Monde avec 4 groupes de 4. La France va loin d'ailleurs à cet Euro 96 puisque finalement elle emmène cette équipe jusqu'en demi-finale. Et si Zidane par exemple ne brille pas, on voit quand même les prémices de ce qui va mener la France à un fantastique parcours qui va mener au titre de champion du monde en 98. Malgré les critiques autour d'Aimé Jacquet, on voit quand même les prémices d'un renouvellement réel de cette équipe nationale et qui va mener tout simplement donc au titre de champion du monde. Cette édition de l'Euro, comme d'habitude, est gagnée par l'Allemagne, en l'occurrence une Allemagne unie, qui est désormais unie et qui abat la République tchèque en finale. La République tchèque qui avait battu la France au tir au but en demi-finale. Et l'Allemagne va au bout grâce au but en or qui a été instauré lors de cette compétition et qui permet donc à Oliver Bierhoff de marquer le but de la victoire. Et c'est une victoire, donc une nouvelle victoire de l'Allemagne unie avec pour symbole Matthias Sammer qui sera Ballon d'Or et c'est un vrai symbole puisque c'est évidemment un joueur venu de l'Allemagne de l'Est en l'occurrence. Et Sammer est le grand leader de cette équipe et mènera d'ailleurs plus tard Dortmund à la victoire en Ligue des Champions également. On passe à l'édition 2000. La France est encore qualifiée. Ben oui, maintenant c'est fini. On sera qualifié tous les euros, toutes les Coupes du Monde, parce que l'extension des compétitions fait que ça devient de plus en plus facile de se qualifier. La France est encore là. En 2000, elle est très présente, puisque cette édition qui se déroule en Belgique et aux Pays-Bas aboutit à une victoire de l'équipe de France. Alors l'équipe de France qui est beaucoup plus brillante qu'en 98, parce que Zidane et Henry sont probablement à leur sommet, et ils emmènent cette équipe de France avec des performances offensives beaucoup plus brillantes qu'en 98. C'est une édition vraiment remarquable de la part de l'équipe de France, sauf peut-être la finale, qui semble échapper à cette équipe de France, qui n'arrive pas à s'en sortir contre une Italie accrocheuse et intelligente. L'Italie mène 1-0 lorsque Viltorn, au bout du temps additionnel, a réussi un but de raccro pour finalement accrocher une prolongation. Et derrière, il y a cette inspiration de Pires, ce but de Trezeguet. C'est un but en or à nouveau en finale. Et l'équipe de France donc remporte cet Euro 2000 dans la foulée du titre de champion du monde 98. On passe à 2004 où c'est la grande surprise, un peu du niveau du Danemark 92, puisque la Grèce nous élimine en quart de finale. Et en finale, la Grèce est face au Portugal. Alors c'est drôle parce que c'était le match d'ouverture. Et à l'époque, on n'avait pas prêté une attention folle à la surprise qu'avaient réussi les Grecs aux dépens du Portugais.
ça nous avait paru un petit peu anecdotique. Là, ça ne l'est plus du tout, puisqu'en finale, les Grecs réussissent à nouveau à battre les Portugais et réussissent à remporter un titre alors totalement inattendu. 2008, j'en parle un tout petit peu plus parce que c'est un euro que je vis sur place en partie, très partiellement. Je fais des allers-retours pour voir les matchs de l'équipe de France et c'est une véritable catastrophe. Raymond Domenech est à son sommet. Il multiplie les erreurs de gestion et l'ambiance pourrie dans une équipe de France qui se désagrège de match en match et qui est éliminée, alors là, moins que brillamment, qui fait 1 point seulement dans une phase au premier tour où elle est complètement à côté de la plaque, écrasée par les Pays-Bas, battue sans état d'âme par l'Italie. Elle sort vraiment piteusement de cet euro et plus des déclarations assez terribles de la part de son sélectionneur. On peut dire que là, globalement, on s'est trompé du côté des dirigeants français en imaginant qu'en 2010, Raymond Domenech pourrait redresser cette équipe et refonder une nouvelle génération. Ça a été évidemment Naïsna et la catastrophe la plus absolue et l'Euro 2008 aurait dû évidemment nous prémunir de cela. L'Euro 2008, malgré tout, il est gagné par quelqu'un, bien sûr, et c'est justement une sélection qui gagnait si peu, alors que pourtant Barça et Real sont souvent au sommet de l'Europe, y compris dans ces années-là, et qu'on s'attendait toujours à ce que l'Espagne enfin arrive, la grande armada réussisse à des performances notables. Ça n'était pas le cas jusqu'à cette année 2008, où l'Espagne réussit à battre l'Allemagne en finale, 1-0, et marque son territoire, et va le marquer même durablement, puisqu'elle gagne ensuite la Coupe du Monde en 2010 et l'Euro 2012 en suivant, un triplé alors totalement incroyable de la part de l'Espagne et qui symbolise aussi bien sûr la domination du Real et du Barça dans les Coupes d'Europe à cette époque-là, le grand Barça de Guardiola notamment, mais c'était pas attendu pour autant, puisqu'encore une fois, vraiment l'équipe nationale espagnole, elle, ne gagnait strictement rien depuis fort longtemps, depuis 64, l'Euro 64 avec Amancio et les autres, on en a déjà parlé dans l'épisode 1. Donc l'Espagne, triple vainqueur, c'est évidemment un moment extrêmement notable de cette période avec l'Espagne donc, qui aligne 3 titres consécutifs, le dernier en 2012 en Pologne et en Ukraine, pays associé pour organiser cet euro. 2016 marque un nouveau tournant puisque l'UEFA fait passer le tournoi à 24 et ça va avoir une double incidence immédiate. La première incidence, elle est ultra positive pour le football français, c'est-à-dire la création ou la rénovation de super stades pour la France. Autant, je pense que 84, il y avait eu la Beaujoire, certes, 98, il y avait eu le Stade de France où on avait concentré un peu tous nos efforts, mais le reste des rénovations des stades, à part peut-être Gerland, n'avait pas été très réussi. Autant là, 2016, c'est vraiment un tournant très positif pour le foot français, puisque des nouveaux stades à Nice, Lille, Bordeaux, Lyon, donc c'est quand même très très marquant. Et puis également quelques rénovations assez réussies et à l'arrivée vraiment un impact très fort pour le foot français que cet Euro 2016, grâce aussi au fait donc qu'il passe à 24, donc beaucoup plus de matchs, etc. Et puis la deuxième conséquence d'un euro à 24, elle est heureuse, non pas pour la France, mais pour le Portugal, parce que le Portugal bénéficie à plein de ce nouveau règlement. Des 3e sont qualifiés, ce qui veut dire qu'avec un parcours piteux du Portugal au premier tour, où ils font vraiment 3 nuls contre des formations très très moyennes, et bien malgré tout, l'équipe de Cristiano Ronaldo se qualifie, réussit à passer un peu miraculeusement entre les gouttes, et va aller au bout de la compétition. Incroyable Portugal qui élimine des favoris comme la Croatie et la France notamment, lors d'une finale très fermée où l'improbable remplaçant Eder, qui jouait à Lille à l'époque dans l'anonymat, réussit un but qui permet au Portugal de battre la France alors que Cristiano Ronaldo s'est blessé dès le début du match et qu'il a servi surtout d'assistant coach durant cette finale. Et le Portugal enfin remporte un grand titre, en l'occurrence cet Euro 2016. On passe à 2020 ou plutôt à 2021. Car ce sont des années difficiles pour le football, pour la société en général, puisque le Covid affecte
terriblement cette édition. D'abord en le reportant d'1 an, et puis elle se dispute en 2021 dans un climat assez particulier parce que le Covid est encore là. Et surtout, Michel Platini, alors président de l'UEFA au moment de l'attribution de l'euro, avait eu une idée assez géniale à mon sens pour fêter les 60 ans de l'euro, qui était de passer dans beaucoup de pays, des pays pas forcément capables d'organiser l'euro. Alors il y a à la fois l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre qui ont des stades et qui vont évidemment s'en servir et servir leur équipe nationale, mais on joue aussi dans des pays plus improbables, lointains. On joue en ça m'échappe tout d'un coup, mais on joue à Bakou, on joue au Danemark, on joue dans des je ne sais plus même toutes les villes qui ont organisé cet euro, mais vraiment on voyage, on visite un petit peu toute l'Europe. Alors c'est un peu affecté par le Covid encore une fois, mais globalement c'est un euro, une formule en tout cas qui aurait pu être très satisfaisante, très intelligente. Elle bénéficie en plein quand même à 2 équipes qui ont joué beaucoup de matchs à domicile. C'est l'Angleterre qui va en finale et c'est l'Italie qui joue énormément également sur son sol et qui va surprendre tout le monde en gagnant cet euro. C'est une vraie surprise parce que l'Italie n'a pas fait grand-chose dernièrement et surtout n'a pas pu disputer la Coupe du Monde 2018 n'étant pas qualifiée et ne se qualifiera pas non plus pour la future Coupe du Monde en 2022. Autant dire que c'est une domination très, très momentanée que réussit l'Italie en remportant cet euro 2021. Et 2024 au fait, faudra suivre les prochains épisodes pour savoir qui peut gagner cet euro qui s'annonce extrêmement ouvert. On revient à un seul pays, à une formule simple, ce sera en Allemagne et ce sera à nouveau donc avec 24 équipes, avec ces fameux 3e qui peuvent se qualifier. Enfin bref, passionnons-nous, ça commence aujourd'hui, ce vendredi. C'est l'Euro 2024, à suivre.